26 juillet 1999, à Luxembourg, en fin de journée. Nous sommes à la clinique Daesh, un établissement à la réputation irréprochable. Béatrice Misnard, 46 ans, y est hospitalisée depuis une semaine pour une infection du sang. Mais elle semble sur la voie de la guérison et devrait bientôt sortir. Depuis 2 jours ou 3 jours, elle est là, elle est soignée, ça va bien, ça va même mieux. Elle a été soignée, on a trouvé un traitement d'antibiotiques adapté à son problème de santé. Donc elle allait de mieux en mieux jusqu'à ce 26 juillet. Ce jour-là, Charles Misnard vient rendre visite à sa femme. Vers 18h30, il quitte la chambre de Béatrice. À peine a-t-il refermé la porte et fait quelques pas dans le couloir, il entend soudain son épouse pousser un cri inquiétant. Là, il se précipite, il rentre dans la chambre et il voit son épouse qui est en train de faire des convulsions. Il appelle immédiatement les infirmières de l'étage, intervenir très rapidement. L'infirmière de service, Liette Offerman, se précipite et réalise tout de suite la gravité de la situation. Elle stoppe la perfusion, redoutant une allergie aux antibiotiques. Le pouls de la patiente s'affaiblit très rapidement. La tension n'est plus perceptible. Ses yeux sont ouverts et fixes. L'infirmière redoute le pire. Elle court pour demander de l'aide. Mais le médecin qui s'occupe de Madame Misnard est absent. Il est immédiatement contacté par téléphone. De façon tout à fait logique, le médecin a prescrit l'injection de Valium pour traiter ces convulsions. L'état de Madame Misnard semble se stabiliser. Le docteur Wurth arrive enfin 15 minutes plus tard, et lorsqu'il examine sa patiente, la situation se dégrade. À 18h50, il est rejoint par l'infirmier anesthésiste en réanimation, André Hein. Et là, j'ai vu une femme allongée, qui avait le teint rose. Son apparence était bonne, mais elle ne respirait plus. Je lui ai installé un monitoring et je l'ai intubée. À 19h10, Béatrice Misnard est en état de mort cérébrale. Elle n'avait plus de pouls, elle ne respirait plus rien ne fonctionnait. C'est pour ça qu'on a commencé la réa. Il l'emmène en salle de réanimation et il ne va pas la quitter. Parfois, le cœur s'arrête, puis il reprend. Pendant près d'1 heure, Béatrice Misnard reste entre la vie et la mort. L'équipe du docteur Wurth poursuit la réanimation par massage cardiaque, puis par défibrillation. Ils vont lui injecter de l'adrénaline, ils vont tenter de la réanimer. Et contre toute attente, l'état de santé se dégrade brutalement, violemment, au point d'ailleurs qu'elle va mourir. L'électroencéphalogramme est plat et elle n'a plus de souffle. Elle ne réagit plus de réflexe, plus rien. Il est 20h20 quand l'infirmier Hein arrête la réanimation. Le docteur Wurth déclare Béatrice Misnard décédée. Dans le couloir de la clinique, Charles Misnard vient d'apprendre la mort de son épouse. Il est anéanti. Sa fille, qui vient très rapidement sur place, trouve son père en larmes, ne comprenant pas ce qui lui arrive, comme si le ciel venait lui tomber sur la tête. Quand les proches de Béatrice apprennent la terrible nouvelle, c'est la stupéfaction. J'avais su qu'elle était à l'hôpital et qu'elle avait une septicémie qui était grave, ça je le savais. Mais je n'avais pensé pas une seconde qu'elle pouvait mourir. Nous étions en vacances avec mon épouse dans notre maison de Dordogne. Ma femme est originaire de là-bas. Quand on a déjà appris la mort de Béatrice, ça nous a fait un choc. On était là catastrophés. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Catastrophés. À la clinique Daesh, l'ensemble de l'équipe du docteur Wurth est sous le choc
d'autant que la mort de Béatrice Misnard est pour le moment inexplicable. Personne ne comprend la rapidité, la rapidité de la mort, la violence de cette mort, de cette femme qui était encore jeune. A priori, rien ne l'a destinée à mourir comme ça. C'est incompréhensible, en effet. Ça se passe bien et en quelques minutes, tout bascule à ce moment-là, sans explication. Le docteur Juste est étonné par ce qui vient de se passer. Il a lutté pendant 2h30 pour sauver cette femme. Comme tout médecin, il veut savoir pourquoi. Autopsie. Le docteur Wurth demande alors l'autorisation à Charles Misnard d'effectuer une autopsie. Mais à sa grande surprise, l'homme s'y oppose farouchement. Charles Misnard ne souhaite pas faire l'autopsie quand on lui explique qu'elle va avoir lieu. Il dit ça ne sert à rien, ça ne la ramènera pas. Elle est morte. Il a la réaction que beaucoup de gens ont quand ça se passe. « Ah non, vous n'allez pas encore me la charcuter, elle ne reviendra pas, etc. » C'est une réaction très humaine. Alors le docteur Wurth décide d'outrepasser le refus de Charles Misnard. Sciemment, il rédige sur le certificat de décès « Mort de cause inconnue et suspecte ». Et il sait très bien, lorsqu'il écrit ce petit mot, il sait très bien que ça va déclencher une enquête judiciaire. Donc une autopsie, afin de déterminer les causes de la mort, et puis éventuellement, si les causes sont suspectes, évidemment une enquête. Le 27 juillet, au lendemain du décès de Béatrice Misnard, des enquêteurs de la police judiciaire se rendent à la clinique pour interroger le docteur Wurth. Celui-ci indique aux policiers que 5 jours plus tôt, le 21 juillet 1999, en début de soirée, Béatrice Misnard est arrivée à la clinique très affaiblie, accompagnée de son mari. Elle est victime d'une agression de staphylocoque doré, ce qui peut arriver à tout le monde. Elle aurait mangé des salades qui traînaient au soleil depuis un bon moment. Et donc, ça l'aurait rendue malade. Autrement dit, Béatrice souffre d'une violente intoxication alimentaire. Et si Charles Misnard fait hospitaliser sa femme dans cette clinique, ce n'est pas par hasard. Il connaît très bien l'établissement et pour cause. Il y travaille depuis 25 ans. Il est directeur du laboratoire, il est chef du laboratoire de la clinique de Aïch. Il l'emmène, il la fait venir à la clinique, d'où il a pu la surveiller. Le docteur Wurth raconte aux policiers que Béatrice Misnard est mise sous antibiotiques. Mais au début, le traitement n'est pas efficace. Béatrice a encore de la température après plusieurs jours d'hospitalisation. Au 3e jour, elle est encore au-delà de 39 degrés et elle souffre. Visiblement, je dirais le staphylocoque est résistant. Le docteur Wurth précise qu'il lui prescrit alors un autre antibiotique, mieux adapté. Et selon lui, Béatrice réagit bien. Elle est même en voie de rétablissement jusqu'au soir du 26 juillet, où elle meurt subitement. La police s'interroge. Madame Misnard a-t-elle été victime d'une erreur médicale? Le docteur Wurth lui-même s'est posé la question. Il avait fait part de ses doutes à l'infirmier Hein. Il a cru d'abord qu'il y avait un problème avec la prescription médicamenteuse. Et il s'est fait beaucoup de reproches à ce sujet, ce que je peux comprendre. Mais ce n'était pas de sa faute. En effet, les conclusions des examens post-mortem conduisent les enquêteurs à écarter l'hypothèse de l'erreur médicale. Le 28 juillet 1999, l'expert rend son rapport d'autopsie aux autorités judiciaires et voici ce qu'il écrit. L'autopsie n'a pas résulté dans une cause de mort perceptible morphologiquement. L'autopsie ne dit rien. On constate un arrêt cardiaque mais qui n'est pas explicité. Le légiste est perplexe. Il préconise alors un examen toxicologique, c'est-à-dire une analyse de tous les liquides présents dans le corps, comme le sang ou l'urine. 13 jours plus tard, les résultats des analyses font l'effet d'une bombe. La mort n'est pas due à une quelconque maladie ou à une erreur médicale.
Béatrice Misnard a été empoisonnée. Les expertises toxicologiques révèlent que la mort est liée à un empoisonnement de cyanure. Une concentration de 3 mg par litre est généralement mortelle. Et là, on avait presque 9 mg par litre. 9 mg par litre, c'est 3 fois la dose mortelle. Et le mode d'ingestion dans ce cas précis est plutôt surprenant. L'empoisonnement au cyanure, nous le connaissons tous. C'est l'empoisonnement oral, c'est la petite capsule de cyanure, c'est l'ingestion alimentaire. Là, nous sommes dans le cas d'une intraveineuse. Et ce qui laisse penser aux experts que c'était encore plus rapide et plus efficace. La police en conclut que Mme Misnard a été possiblement assassinée. L'empoisonnement a été foudroyant. Le meurtrier était donc présent dans la chambre de la victime ce 26 juillet. À ce moment de l'enquête, toutes les personnes présentes dans la clinique ce jour-là sont suspectées. Infirmiers, médecins, auxiliaires de santé, visiteurs ou même proches de la victime. Reste pour les enquêteurs à déterminer qui pouvait bien en vouloir à Béatrice Misnard. En examinant les entrées et les sorties de la clinique ce 26 juillet, les enquêteurs découvrent que Madame Misnard a reçu une visite à 17h d'une certaine Anna Azurmendi, la voisine de Béatrice. Interrogée, la femme explique qu'elle a apporté une chemise de nuit que son amie lui avait réclamée. Après avoir discuté une vingtaine de minutes avec elle, Anna est repartie. Béatrice Misnard semblait tout à fait rétablie. Lors de sa déposition, Anna précise aux enquêteurs que 5 jours plus tôt, le 21 juillet, Béatrice Misnard l'avait appelée très tôt le matin, car elle ne se sentait pas très bien. C'était juste après le départ de son mari au travail. Anna s'est donc rendue chez elle et l'a trouvée fiévreuse et tremblante. Après lui avoir préparé un verre d'eau, elle l'aide à se coucher et la couvre. Le soir même, Béatrice sera conduite par son mari à la clinique. Pour les enquêteurs, Anna Azurmendi semble donc une amie attentionnée et au-dessus de tout soupçon. Faute de pistes évidentes, les policiers vont donc s'intéresser de très près à la vie de Béatrice Misnard. Elle est d'origine espagnole, enfin elle est basque espagnole, elle est née à San Sebastián. Issue d'un milieu aisé, Béatrice Misnard est une femme de caractère. Avant de rencontrer Charles Misnard, elle est célibataire et sans enfant. C'est une femme très indépendante qui mène sa vie comme elle a envie de l'amener et qui a une vraie personnalité, une vraie indépendance. Ensuite, Béatrice n'hésite pas à quitter son pays natal pour s'installer au Luxembourg, où elle décroche un poste de greffière à la Cour européenne de justice. Béatrice est une femme appréciée de ses collègues, de ses amis. On a entendu dans le défilé des témoins que du bien d'elle. Elle était vraiment très agréable comme personne, très agréable. En 1997, Béatrice rencontre, au cours d'un dîner chez des amis, un Français, Charles Misnard, divorcé et père de 2 enfants. Charles Misnard n'est pas n'importe qui. Charles Misnard est un biologiste. Charles Misnard est un docteur en biologie. Charles Misnard écrit et Charles Misnard est patron, directeur d'un laboratoire d'analyse médicale biologique au Luxembourg. C'est un scientifique reconnu et c'est un homme réputé. Béatrice tombe sous le charme. Les 2 célibataires expatriés ne se quitteront plus. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et au bout de quelques mois, ils vivent un peu ensemble, puis au bout de quelques mois, ils se marient. Ils s'étaient mariés 8 mois après s'être rencontrés. A priori, tout allait bien. Ils étaient amoureux l'un de l'autre. Ils menaient une existence agréable, harmonieuse et agréable. Pour les enquêteurs, les Misnard forment donc un couple sans histoire. Mais en interrogeant leurs proches, ils découvrent que ce bonheur conjugal n'est pas du goût de tout le monde. Béa, elle avait avant un copain, Carlo.
et elle avait rompu avec lui. Il ne cessait de l'importuner. Et ce Carlo était très menaçant. C'est l'ex-compagnon de Béatrice qui ne supporte pas qu'elle se soit mise en ménage avec Charles Misnard et qui s'est singularisé par des comportements très agressifs à son endroit. Il l'appelle, il la harcèle, il détruit sa boîte aux lettres. Elle avait donc des menaces de mort, carrément. Il disait « Toi et ton mari, vous passerez pas Noël ». L'ex-amant aurait-il voulu se venger? Après vérification de l'emploi du temps du suspect, l'homme est mis hors de cause. Il ne pouvait pas se trouver dans la clinique ce 26 juillet 1999. C'est au niveau de l'enquête le flou artistique le plus complet parce que personne ne comprend pourquoi cette femme est morte. 15 jours après le décès de Béatrice Misnard, l'enquête semble donc dans une impasse. Quand soudain le docteur Wurth met les policiers sur la piste d'un nouveau suspect auquel personne n'avait pensé jusque-là. Le jour de sa mort, c'est-à-dire le 26 juillet, eh bien c'est Charles Misnard en personne, bien qu'il ne soit pas habilité à le faire, qui a procédé à la préparation et à l'installation de la perfusion. Or, souvenez-vous, Béatrice Misnard a été empoisonnée au cyanure par intraveineuse. C'est quand même curieux, il y a un rapport de cause à effet, on va dire. Il prépare la perfusion et toc, elle meurt. Bon, c'est vrai que ça peut poser question. Une information confirmée par les infirmières qui étaient de service ce jour-là. Notamment Liette Offerman, l'infirmière qui est intervenue la première au chevet de Madame Misnard. Et elle apporte une précision de taille. Au moment des faits, Charles Misnard était seul pour préparer et poser la perfusion. Il était seul dans la chambre, effectivement, les infirmières se sont éloignées quelques instants. Il est resté environ un quart d'heure, entre 18h15 et 18h30, ce 26 juillet 1999, où ils sont tous les deux seuls dans la chambre. Donc c'est lui. Le cyanure, c'est lui qui l'a posé. Charles Misnard devient donc le suspect numéro 1. Très vite, les policiers effectuent une perquisition au laboratoire du scientifique français à la recherche d'indices matériels. En quelques minutes, ils tombent sur le fameux poison du cyanure. Sa femme est morte d'une overdose de cyanure et on retrouve du cyanure dans l'établissement où travaillait le mari. Il disposait de l'arme avec laquelle il a pu tuer son épouse. Les enquêteurs veulent interroger Charles Misnard, mais celui-ci est parti au Pays basque espagnol assister aux obsèques de sa femme. Alors, en attendant son retour, ils entendent le personnel de la clinique et ils apprennent que ce n'est pas la première fois que Madame Misnard est hospitalisée dans l'établissement. 3 mois auparavant, à peu près, c'était en mars, je crois, Madame Misnard est déjà arrivée en mauvais état à la clinique d'Aïch. Avant d'être hospitalisée, Béatrice Misnard avait bu un verre de jus d'orange chez elle, quand soudain elle fut prise d'un malaise. Elle avait été prise de vertige, elle s'était sentie très mal, limite de s'évanouir. Elle avait vomi. Béatrice est alors emmenée à la clinique par son mari. Le médecin de l'époque aurait ordonné des prélèvements sanguins et demandé à Charles Misnard de les remettre à un laboratoire indépendant. Mais curieusement, ces prélèvements auraient purement et simplement disparu. Les prélèvements devaient être envoyés au labo. Les médecins les avaient confiés à Charles pour qu'il les fasse analyser. Et apparemment, ils ne sont jamais arrivés. Charles Misnard aurait-il détruit ces prélèvements de peur d'être démasqué? Aurait-il voulu empoisonner sa femme avec le jus d'orange? Les policiers ont des raisons de le croire, car selon l'assistante du laboratoire, Charles Misnard cultivait un genre de bactérie très dangereuse et résistante aux antibiotiques, le staphylocoque doré. Voici ce qu'elle déclare. Le prévenu a manipulé en sa présence une colonie de staphylocoque doré, l'a placé dans un tube en verre fermé par un bouchon rouge et a placé le dit tube à côté de sa serviette. Après le départ du prévenu, ce soir-là, le tube avait disparu.
Les enquêteurs s'interrogent. Qu'est-ce que Charles Misnard pouvait bien faire de ces bactéries? Pourquoi vouloir les ramener chez lui? En tout cas, il y a eu chez lui des staphylocoques dorés et qu'il a ramenés de son laboratoire pour les amener à son domicile. Et quelques jours plus tard, il se trouve que son épouse est hospitalisée et qu'on retrouve des staphylocoques dorés dans son organisme. Pour les policiers, Charles Misnard pourrait donc avoir tenté d'empoisonner sa femme une première fois. Selon eux, après l'échec de cette première tentative, il aurait décidé d'employer un moyen plus radical, le cyanure. C'est assez machiavélique quand même, empoisonner sa femme à la maison de manière légère pour pouvoir l'emmener en clinique dans un endroit qu'on connaît bien, où ça va sans doute paraître un peu moins suspect, puis ensuite il passe à la vitesse supérieure. Là on s'amuse plus avec des bactéries, on prend du cyanure, on met la dose. Selon les enquêteurs, tout accable Charles Misnard. La culture de bactéries, très dangereuse. Le cyanure, stocké dans son laboratoire. La pose de la dernière perfusion à son épouse avant qu'elle ne meure. Dès son retour des obsèques, Misnard est arrêté. Le 10 août 1999, les policiers se rendent au 19 rue de la Résistance, le domicile de Charles Misnard, qui revient tout juste de l'enterrement de son épouse. Entourés de sa famille, ils sont encore tous sous le choc de la mort de Béatrice. Il est 11h17. Lorsque les policiers frappent à la porte et entrent sans ménagement. La maison est fouillée de fond en comble. Charles Misnard et ses proches sont choqués par la brutalité des policiers. C'est vrai que c'est impressionnant de voir des types armés qui rentrent chez vous comme ça. Quand il y a un membre de la famille qui veut dire quelque chose, il dit toi tu te tais, t'as rien à dire. Alors qu'aucun indice n'est retrouvé au domicile, Charles Misnard est embarqué, malgré ses vives protestations. Sa sœur et son beau-frère étaient là au moment de l'arrestation. Ils ont dit aux policiers, si vous voulez, nous pouvons venir, nous sommes à la disposition de la justice, le policier. Pas la peine, le dossier est déjà bouclé. Lors de son interrogatoire, les policiers espèrent bien obtenir les aveux de Charles Misnard. Mais l'homme clame son innocence. Les enquêteurs n'en démordent pas. Pourquoi Charles Misnard a-t-il insisté pour poser une perfusion à sa femme? Mais pour son entourage, la réponse est toute trouvée. Charles était, comme je l'avais dit, très habile. Quand il piquait, il faisait pas mal. Alors, pendant les 25 ans, je crois qu'il a été, oui, 25 ans là-bas, il a fait des centaines de fois, il a fait ce geste. Les docteurs venaient le chercher, les infirmières venaient le chercher. Monsieur Misnard, on a un problème, est-ce que vous voulez pas venir piquer telle ou telle personne? C'était courant. Donc ça ne m'a jamais étonné. Charles Misnard nie avoir injecté du cyanure dans la perfusion de sa femme. Seulement, il n'arrive pas à convaincre. Les enquêteurs sont persuadés qu'il ne dit pas la vérité. Alors, pour tenter de le confondre, ils l'interrogent sur son emploi du temps le jour du drame. J'ai préparé la perfusion vers 17h25 dans le couloir. Alors qu'il laisse la perfusion dans le couloir, Charles Misnard affirme s'être ensuite endormi vers 17h30 dans la chambre de sa femme pendant qu'elle dînait. Puis vers 18h, elle l'aurait réveillé. Autrement dit, pendant cette demi-heure, n'importe qui aurait pu injecter du cyanure dans la perfusion. À 18h, Charles Misnard serait sorti dans le couloir pour récupérer le matériel de perfusion resté sur le chariot. Je suis rentré dans la chambre, j'y étais seul. J'ai branché la perfusion, j'ai regardé que la perfusion ne coulait pas trop vite et j'ai quitté la chambre. Seulement son témoignage est démenti par celui de l'infirmière Offerman. Selon elle,
Charles Misnard ne s'est pas du tout endormi entre 17h30 et 18h, puisqu'à ce moment-là, elle se trouvait dans la chambre 218 avec lui et sa femme. Pour les enquêteurs, pas de doute, Charles Misnard ment depuis le début. Il a tué sa femme. Reste maintenant à déterminer le mobile. C'est l'enquête de personnalité qui va permettre de l'établir. À première vue, Charles Misnard montrait tous les signes de réussite sur le plan privé comme professionnel. Lorrain d'origine, issu d'un milieu modeste, l'homme avait réussi à se hisser au plus haut de l'échelle sociale. Moi, j'avais une part d'admiration pour ce garçon parce que il est parti de très bas. Il était garçon de laboratoire à l'usine de Rumba, où son père était ouvrier. Et par son travail, il a poursuivi des études jusqu'au degré de docteur en biologie. Il est devenu directeur du laboratoire et alors c'était sa fierté parce qu'il a mené son laboratoire à la pointe. C'est quelqu'un qui est décrit comme étant compétent dans son travail, consciencieux, respecté. Mais derrière cette façade respectable se cache un autre Charles Misnard. Un homme intransigeant, arrogant, voire méprisant, notamment envers ses collègues de travail. C'est un type assez cassant, c'est un type qui n'hésitera pas à marcher sur les autres pour y arriver. Il est assez dur, c'est un caractère trempé, un caractère dur. Un type qui a une conscience peut-être un peu trop de sa valeur, de sa connaissance, etc., etc. C'est un type qui est un emmerdeur-né, il faut le dire. Charles, vous avez eu des témoignages à cet égard, était une personnalité très forte qui était détestée par certaines personnes, parce qu'il avait une grande gueule. J'avais 2 infirmières en réa qui disaient que quand elles le voyaient, elles avaient la chair de poule. Au cours de l'instruction, les enquêteurs apprennent que Charles Misnard, plutôt qu'un mari aimant, était tout aussi cassant avec sa femme. Selon de nombreux témoignages, le couple était même au bord de la rupture. Et Charles Misnard ne s'en cachait pas. Une de ses amies dira qu'il est venu dîner à leur domicile un soir, pendant qu'elle était hospitalisée d'ailleurs. D'accord, ça t'inquiète pas trop. Et qu'il ne se cachait pas de dire qu'il avait sans doute fait une erreur en se précipitant dans ce mariage. J'ai fait une connerie d'épouser cette basque, dit-il, en expliquant qu'elle lui rend la vie impossible. Je crois que le terme exact, c'est dit « ma femme est exaspérante ». Lors d'une audition, une collaboratrice du chef de laboratoire va même plus loin. Charles Misnard aurait proféré des menaces de mort contre sa femme. Il envisageait de la renvoyer en Espagne, soit sur ses 2 pieds, soit, le cas échéant, dans une petite boîte. Et pour les enquêteurs, il est clair que Charles Misnard a mis sa menace à exécution. Ils en veulent pour preuve son empressement à vouloir toucher l'argent de son épouse défunte. Puis le comportement de Charles Misnard tout de suite après ce décès, qui envoie une amie de Béatrice à la banque pour savoir comment récupérer l'argent du compte de sa femme pour le faire venir sur le sien, qui envoie cette même amie à la cour de justice pour savoir comment il peut prétendre à cette pension de survie à laquelle il a droit, il le sait. Il y a 3 mois d'indemnité de l'employeur, il y a une rente de 11 000 et quelques euros. Il a changé toutes les serrures de la maison tout de suite. En tout cas, il n'attend pas longtemps pour réclamer ses droits. Pour les policiers, Charles Misnard est un homme machiavélique qui a planifié et orchestré le meurtre de sa femme. L'enquête n'en est pour autant pas terminée, car Misnard est peut-être un homme beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. 6 ans plus tôt, en décembre 1993, la précédente compagne de Charles Misnard, Alice Bartz, est hospitalisée dans cette même clinique suite à un étrange malaise. Elle était institutrice. Elle avait 2 sœurs qui étaient, je crois, également institutrices et qui n'ont pas vu arriver à l'école.
Alors à midi, elles s'en sont inquiétées. Et puis elles ont été voir à la maison ce qu'il en était. Et puis là, ils l'ont trouvée inconsciente dans le lit. À cette époque-là, André Hein, l'infirmier anesthésiste, travaillait déjà à la clinique. Alice Bartz souffrait d'un coma diabétique, mais selon lui, elle était sur le point de s'en sortir. La journée, toute l'après-midi, elle était dans le coma. Et puis le soir, ça allait un peu mieux. L'anesthésiste m'a dit « André, ne t'en fais pas, on va la sauver ». Et c'était le soir, je suis rentré chez moi. Pour moi, c'était clair, c'était fait, elle allait mieux. Et puis, 2 jours plus tard, je suis revenu. À son retour à la clinique, André Hein apprend qu'un de ses patients est mort la veille au soir. J'ai demandé qui était mort. Ils m'ont dit Madame Bartz. J'ai demandé comment est-ce possible. La question restait ouverte. De quoi était-elle morte? Pour lui, le décès d'Alice Bartz est incompréhensible. C'est l'infirmière de garde qui lui raconte alors ce qu'il s'est passé. Le soir, elle était toujours branchée aux appareils de réanimation. Et les signes vitaux de Madame Bartz étaient bons. L'infirmière de garde ce jour-là est allée aux toilettes. Et en ressortant des toilettes, elle a vu Charles Misnard sortir de la chambre. L'infirmière a couru alors au chevet de Madame Bartz, mais elle était déjà morte. C'est un peu le même mode opératoire. C'est sur le lieu du travail du mari, dans un domaine qu'il connaît bien, c'est le domaine médical. Elle ne meurt pas d'un accident de la route, elle ne meurt pas en dévissant en haute montagne, elle meurt dans une clinique, suite à une hospitalisation. C'est très bizarre, très étrange. Et la liste noire ne s'arrête pas là. Les enquêteurs apprennent que dans les années 80, la toute première épouse de Charles Misnard a elle aussi été victime de plusieurs malaises inexpliqués. Sa première femme avait plusieurs fois été hospitalisée chez nous. Elle aussi était passée par le labo et elle aussi avait été retrouvée dans le coma. Elle l'accusait de vouloir l'empoisonner. Alors elle a donc, d'ailleurs c'est d'elle-même, elle a été chez la juge ou le policier dire que son mari avait voulu l'empoisonner. La première s'est plainte d'avoir été empoisonnée, la deuxième n'a pas eu le temps de se plaindre, elle est morte avant, et la troisième est morte. Donc tout ça, si vous voulez, ça fait quand même un entourage pour le moins curieux, pour le moins suspect. Voilà un homme autour duquel on meurt beaucoup. Une question se pose. Charles Misnard pourrait-il être un tueur en série? Rien ne permet de le prouver. Toujours est-il que ces rumeurs ne font que renforcer la conviction des enquêteurs. Charles Misnard devra donc répondre de ses actes devant la justice. Le 12 mai 2003, après 4 ans d'instruction, le chef de laboratoire comparaît devant la chambre criminelle du tribunal de Luxembourg, où il doit répondre du chef d'inculpation d'assassinat. Il sera jugé par 3 magistrats. Car contrairement à un procès d'assises en France, au Luxembourg, il n'y a pas de jury populaire. Charles Misnard et ses avocats doivent donc convaincre un jury de professionnels. Le président est là, avec 2 assesseurs qui ne disent rien pendant les 5 semaines du procès, et le président mène les débats. Qui a-t-il à convaincre? Lui-même et ses 2 assesseurs. Il n'a pas à convaincre un jury. Dès le début du procès, les avocats de Charles Misnard ont le sentiment que les juges ont déjà forgé leurs convictions. Il règne une ambiance extrêmement tendue et agressive et tout à fait anormale à l'encontre du suspect Charles Misnard. Le premier jour du procès, le consul était là. Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est mal parti. On avait l'impression que tout était cuit d'avance. Le premier procès, je l'ai suivi de très loin. Je l'ai suivi par mon épouse qui y allait régulièrement et qui me commentait ce qu'elle... Elle revenait toujours désespérée.
dès le première séance, elle est revenue le soir en me disant, en pleurant, Charles est perdu. Pour autant, les avocats de Charles Misnar ne baissent pas les bras. Tout au long des débats, ils vont soulever une à une toutes les négligences, toutes les incohérences et la partialité de l'instruction dans cette affaire. Première négligence. Toute l'accusation repose sur les analyses toxicologiques qui concluent un empoisonnement au cyanure. Problème, ce cyanure provient de prélèvements réalisés sans aucun contrôle. Il y a un infirmier anesthésiste qui, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, fait des prélèvements d'urine, de sang et de différents liquides. Cet infirmier n'est autre qu'André Hein, celui qui a tenté de réanimer Béatrice Misnar le 26 juillet 1999. Je fais ça avec tous mes patients, pas seulement avec elle. Je fais ça avec tous les patients transférés en salle de réa. Je fais des prélèvements d'urine, de salive et de sang pour savoir de quoi ils souffrent. Seulement pour les avocats de Charles Misnar, l'infirmier est loin d'avoir pris toutes les précautions nécessaires pour la bonne conservation de ces prélèvements. Au lieu de les entreposer au laboratoire de la clinique, il les a tout simplement ramenés chez lui. Je les ai mis au réfrigérateur. Vous savez, vous pouvez toujours, entre les œufs et la salade, trouver une petite place pour entreposer d'autres choses. Plus grave encore, aucun de ces échantillons n'était scellé. Ça veut dire qu'il y a un laps de temps entre le moment où ils sont faits par une personne qui n'a pas compétence pour le faire et le moment où ils sont analysés par un laboratoire. Il se passe du temps où ils ne sont pas scellés. Donc ils peuvent être détériorés, ils peuvent être manipulés, on peut en faire ce qu'on veut. Qui vous dit que l'infirmier, une fois qu'il est arrivé chez lui, n'a pas rajouté du cyanure dans le tube? Vous en avez la certitude, moi je ne l'ai pas. Des scellés pollués. Pollués en ce sens qu'on ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait même pas, d'ailleurs, il n'y a pas de recherche ADN, on ne sait même pas si c'est véritablement de l'ADN de Madame de Béatrice. On ne sait pas. On n'en sait rien, on ne peut pas le savoir. André Hein remettra ses prélèvements à la police judiciaire 2 jours après le décès de Béatrice Misnar. Sommé de s'expliquer à la barre, l'infirmier indique qu'il craignait que Charles Misnar ne fasse disparaître ses échantillons. Plus tard, la direction m'a demandé pourquoi je les avais rapportés chez moi. Je leur ai dit, vous savez qu'en 1993, nous avions déjà eu le même cas. Je savais que je devais tout faire pour que ces morts soient éclaircies. André Hein, au décès de la compagne de Charles Misnar, celle avant Béatrice, Alice, a été trouvée la police. Parce que la conclusion du décès, le coma diabétique ne lui inspirait pas confiance et Misnar encore moins. Et donc il était allé faire part de ses doutes sur ce qui s'était passé à la police. Mais la police ne l'a pas écouté. Autre négligence pour la défense, l'expertise toxicologique est elle aussi sujet à caution. En effet, les avocats n'ont jamais pu demander de contre-expertise pour une raison simple. Béatrice Misnar a été incinérée 48 heures seulement après son décès. En règle générale, l'autorisation d'incinérer est donnée après un certain temps. Dans une affaire criminelle, il est important de garder, je dirais, le maximum d'informations sur l'éventuel crime qui a été commis. Donc le corps est important à conserver. Pourquoi le procureur a-t-il donné tout de suite l'autorisation de détruire la preuve? Plus étonnant encore, Béatrice Misnar n'est peut-être pas morte d'un empoisonnement au cyanure. La défense en veut pour preuve que pendant la réanimation, le cœur de Madame Misnar s'est remis à battre pendant quelques minutes, ce qui est totalement incompatible avec un empoisonnement au cyanure. Le fait qu'un médecin dise le cœur a repris une activité normale pendant 2 à 5 minutes, avec une fréquence de 41 à 50
battements par minute, si je me souviens bien, je ne connais plus exactement les termes, est quand même troublant du fait de l'action du cyanure sur l'organisme. Le cœur ne peut pas reprendre une activité normale après un tel délai, et malgré la réanimation, s'il y avait bien du cyanure dans l'organisme. Enfin, selon les avocats de Charles Misnard, les experts luxembourgeois n'ont peut-être pas autopsié la bonne personne. On n'est même pas sûr que le corps qui a été autopsié soit celui de Madame Misnard, parce que je vous rappelle quand même que sur le rapport d'autopsie, il y avait un autre nom qui figurait. En effet, ce n'est pas le nom de Béatrice Wideror Misnard, mais celui d'une certaine Madame Dias Rodriguez qui figure sur la demande d'autopsie envoyée par le procureur. Alors s'agit-il seulement d'une erreur administrative? Impossible de le savoir puisque l'autopsie n'aurait pas non plus été réalisée dans les règles de l'art. Il y a une autopsie qui aurait été faite par un petit peu par-dessus la jambe, avec aucune des précautions élémentaires, c'est-à-dire les photos, la présence de gens, de témoins, etc., etc. Alors, on demande à voir les clichés opérés par les services de l'identification judiciaire, lesquels répondent benoîtement que cette autopsie paraissait si banale et évidente qu'ils n'ont pas fait de photos. C'est énorme, c'est énorme. Vous ne savez pas si le rapport que vous donne le médecin légiste concerne la victime. Une autopsie douteuse, des expertises faites à la légère, un infirmier qui s'improvise auxiliaire de justice. Face à toutes ces négligences, les avocats de la défense réclament donc l'acquittement de Charles Misnard. Je n'ai jamais vu un dossier truffé d'erreurs aussi manifestes de procédure que le dossier de Charles Misnard, et sur des points qui sont absolument essentiels. C'est presque une compilation de tout ce qu'on peut faire de pire dans une enquête criminelle. Le 10 juillet 2003, c'est le coup de théâtre. La Cour, contre toute attente, décide de condamner Charles Misnard à la réclusion criminelle à perpétuité. Charles était devant. Bon, il est resté digne, hein, parce que Charles, c'est un sacré gars, attention. Hein. Il est impassible lorsque le juge prononce la condamnation. Je crois qu'il dira simplement « vous venez de condamner un innocent ». La condamnation m'avait profondément choqué. Je me dis, c'est pas possible. Nous, on est sortis complètement... Comment voulez-vous qu'on soit? Mais pour la famille espagnole de Béatrice, justice a enfin été rendue. La famille est très satisfaite de la sentence, même si tout cela a duré très longtemps. C'était sûrement le temps qui était nécessaire pour l'enquête, mais finalement tout se finit bien. Charles Misnard n'a pas eu le bénéfice du doute. Les juges ont tranché en sa défaveur pour plusieurs raisons. C'est vrai que dans cette affaire, dans ce procès, les deux précédentes femmes ont pesé très lourd dans la balance. Les témoignages des copines ont pesé aussi très lourd dans la balance. C'est plutôt un ensemble de petites choses, son comportement surtout avant, après les faits, qui va emporter la conviction d'abord des enquêteurs et ensuite des juges de la chambre criminelle. Charles Misnard est incarcéré à la maison d'arrêt de Schrassig. Il clame son innocence et fait immédiatement appel de sa condamnation. Le 15 mars 2005, après avoir passé 4 ans en préventive et 2 ans en prison, Charles Misnard comparaît à la barre de la chambre criminelle de la cour d'appel. Et cette fois-ci, le procès se présente sous de meilleurs augures. Ce que j'ai vu d'abord, un président beaucoup plus souple, beaucoup plus respectueux des avocats qui défendaient Charles. Je pensais que, c'est une atmosphère plus favorable. Là, on avait vraiment l'espoir que les choses allaient changer. Contrairement au premier procès, Charles Misnard semble plus serein. Et dès le premier jour, l'un de ses avocats, maître Franck Colette,
va provoquer un extraordinaire rebondissement. Lorsque l'on rentre ce matin dans la cour d'appel du Luxembourg, nous avons avec nous 7 tomes. Un dossier qui fait 7 tomes. On se place, l'accusation rentre, et je compte le nombre de dossiers, de tomes de l'accusation et de tomes sur le bureau des magistrats de la cour d'appel, et j'en compte 8. Et j'en ai 7. Il nous manque des volumes, pour être clair, il nous manque des pièces. Autrement dit, la défense n'a pas eu accès à toutes les pièces du dossier. Un vice de procédure manifeste de la justice luxembourgeoise. Maître Colette demande logiquement le renvoi du procès, mais surtout fait incroyable la libération conditionnelle de son client. Je ne vous cache pas que j'ai à ce moment-là, devant moi, 3 magistrats qui me regardent les yeux écarquillés, totalement effarés. Contre une caution de 75 000 €, la cour d'appel accepte. Un condamné à perpétuité, libéré sous caution, du jamais vu. C'est parce qu'on avait un doute tellement fort et qu'on avait commis des graves erreurs au niveau de la procédure qu'on s'est dit « laissons sortir Charles Misnard jusqu'à son appel ». Il fallait oser prononcer une telle décision et les magistrats luxembourgeois n'ont pas hésité. Je ne sais pas si j'aurais pu obtenir la même chose en France, je vous l'assure. La décision est inédite. Et pour prouver sa bonne foi, le procureur général luxembourgeois Nico Hédon vient même en personne remettre le dossier d'instruction complet cette fois-ci. Charles Misnard et ses avocats ont pour l'occasion convoqué toute la presse. Est-ce courant qu'au Luxembourg, une personne qui a été condamnée à perpétuité puisse être libérée comme ça? Non, ce n'est certainement pas courant, ça c'est sûr. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons le dossier, après 6 ans de prison subie par M. Misnard. Après 6 ans, nous avons accès pour la première fois à l'entier dossier pour savoir de quoi il est accusé exactement. C'est donc libre que Charles Misnard attend impatiemment son nouveau procès en appel, mais ses espoirs seront anéantis. Le 23 janvier 2006, Charles Misnard est une nouvelle fois condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. L'homme est effondré. Pour la justice luxembourgeoise, il n'y a aucun élément nouveau dans le dossier. On s'est même fait répéter, t'es sûr, il a bien dit perpétuité. Ouais, là, on était effectivement effondrés. Charles a eu le temps de crier « Mais je suis innocent !» Ça s'est terminé comme ça. Mais à la surprise générale, Charles Misnard n'est pas incarcéré. Il sort de la cour d'appel comme si de rien n'était. Logiquement, on aurait dû l'arrêter à la barre. Au moment de l'énoncé du verdict, lui dire « Monsieur, vous êtes condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, au trou ce soir ». Il était sous une caution, donc il y a eu une espèce de cafouillage administratif qui lui a permis de ne pas être incarcéré, et du coup il est parti en France. Charles Misnard retourne en France et il s'installe à Quincy sous Sénart, dans la région parisienne. Il retrouve même du travail dans un laboratoire privé. Il vit sa petite vie en disant bon, peut-être qu'ils vont un jour ou l'autre se manifester, mais ils peuvent rien faire, Maître Veilleur. Bon, il est naïf là-dessus. Hein. Je lui ai dit, Charles, tu as quand même toujours cette épée de Damoclès autour de ta tête, au-dessus de ta tête. Et on lui avait conseillé, l'avocate, ses frères et sœurs, lui disaient, tu dois quitter la France. Tu dois aller dans un pays où tu ne seras pas extradé. Quitter la France aurait été reconnaître sa culpabilité. Charles Misnard préfère rester. 18 mois plus tard, le 13 août 2007, il est arrêté sur son lieu de travail par la police judiciaire de Versailles.
Depuis, c'est en France que Charles Misnard purge sa peine à la centrale de Poissy. De sa cellule, il clame toujours son innocence et l'écrit même avec force, comme en témoigne le courrier qu'il nous a adressé en juin dernier. Jamais je ne baisserai les bras, car un homme innocent, accusé et condamné à tort, ne se résoudra jamais à cet enfer carcéral que je subis. Je garde la tête haute, la combativité, la rage, la volonté, la force de me battre afin de retrouver ma liberté et d'obtenir la révision de mon procès. S'il veut obtenir la révision de son procès, Charles Misnard devra prouver son innocence en apportant de nouveaux éléments. À défaut, avant sa libération définitive prévue en 2019 avec le jeu des remises de peine, il ne lui restera plus qu'un seul recours, la grâce présidentielle.